Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous retrouvons ici, en ce 11 novembre 2014, pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Cette année, cette cérémonie revêt une signification particulière, puisqu'elle est celle du centenaire du début de la guerre. 100 ans, le temps de l'oubli, dirait-on communément. Mais non, nous ne pouvons nous permettre d'oublier, et au contraire, nous devons travailler sur notre passé, sur notre histoire, non pour la glorifier, encore moins pour la vénérer, mais pour l'analyser, l'étudier, en débattre et au final comprendre. Aujourd'hui, la mission du centenaire lancée par l'État a poussé à multiplier les initiatives mémorielles, ramenant devant nos yeux ce que nous avons trop tendance à oublier. Il faut maintenant aller jusqu'au stade de l'analyse, qui seul compte au final, en évitant l'écueil d'une approche mémorielle jouant sur la corde émotionnelle et conduisant à une sacralisation qui interdit la compréhension. Ainsi, les bonnes questions qui devraient se trouver au cœur des préoccupations éducatives pour les générations futures et des discours sur le souvenir sont trop souvent évacuées. La gloire patriotique et le sacrifice de nos aînés, ô combien légitimes, occultent pourtant totalement d'autres éléments clés de la guerre et de sa durée. Il en va ainsi des ambitions coloniales françaises et allemandes qui se heurtent au Maroc et qui imposent à une France va-t-en-guerre d'affaiblir l'Allemagne qu'elle trouve en travers de son expansion coloniale. Comme sont oubliés les fondements du fonctionnement de la société française d'il y a 100 ans, avec une soumission sans limite aux autorités dans une république largement autoritaire et qui prépare la guerre depuis 3 décennies. Comme sont omis les rapports de domination qui s'exercent dans la société du début du XXe siècle et qui aboutissent à la surreprésentation des ouvriers et des paysans dans les tranchées, tout en permettant que le groupe social des décideurs et commandeurs ne soit pas impliqué personnellement et familialement sur le champ de bataille. Tout cela est omis, comme l'intérêt criminel des industriels de l'armement à faire se prolonger la guerre, une guerre où ni leurs fils, ni leurs frères, et bien entendu, ni eux-mêmes ne sont directement impliqués. Ne pas aller au-delà d'une dialectique binaire et détestable entre bon et mauvais, entre vainqueur et vaincu, nous condamne à ne pas comprendre et à reproduire les mêmes errements de nos jours et sous d'autres cieux. Ne nous trompons pas, ce n'est pas dans 4 années de guerre que l'Europe et le monde entraient, mais dans plus de 30 ans, avec une continuité des logiques entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. La logique du nationalisme, de la haine, de la revanche, patiemment construite dès l'école primaire. Autant en France qu'en Allemagne, à la fin du XIXe siècle, tout est fait pour faire monter la haine du Boche, du Frosch-Fraiseur, selon la rive du Rhin sur laquelle on se trouve. On pensera à ces concours de rédaction, à ces bons points qui vantent la nation française, le patriotisme, l'héroïsme, la haine de l'adversaire, forcément grossier, fourbe, barbare, avide de sang et de revanche. Autant de fondements qui concourent à préparer une société à la guerre, à faire naître l'idée qu'elle est inévitable, à la faire accepter par tous. Lorsque cette idée, patiemment distillée de manière anodine mais récurrente, devient dominante, la poudrière est prête à éclater à la moindre étincelle servant de prétexte, un assassinat princier dans les Balkans. C'est le terrible enchaînement vers la guerre moderne, ou le génocide, sans fois recommencé depuis, sur tous les continents, durant toutes les décennies. La paix se perd dans les esprits, dès avant que la guerre ne soit commencée. Ces soldats, dont les noms sont aujourd'hui inscrits dans le marbre froid, étaient des jeunes hommes à qui l'avenir souriait, qu'ils soient à Paris, Berlin, Bruxelles, Moscou, Londres ou Istanbul. Mais cette jeunesse a été fauchée en masse, et ils se sont trouvés précipités dans l'enfer absolu, sans comprendre. Cette guerre a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Première guerre totale, elle fit appel comme jamais à l'artillerie aveugle et meurtrière, aux armes chimiques, à l'aviation, mais surtout aux fantassins exposés quasiment à découvert dans leurs tranchées. Elle a impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destruction matérielle que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 millions de personnes sont mortes, dont 1 400 000 Français. Et environ 20 millions ont été blessés. 8 millions ont été constitués prisonniers et ont connu les camps d'internement de part et d'autre des lignes de front. Un conflit
qui a laissé 3 millions de veuves et 5 millions d'orphelins, 6 500 000 invalides et près de 300 000 mutilés à 100%. Et après quelques jours de combat, il fallait se rendre à l'évidence. Les cris « à Berlin » ou « Nage Paris » avaient cessé. L'illusion nationaliste aveugle venait de faire faillite. Le front allait se fixer pour 4 années terribles, où parti un héros, ces hommes devenaient sacrifiés. Ce n'est pas leur faire insulte que d'évoquer l'océan de misère et de souffrance dans lequel ils ont été plongés. Ce n'est pas faillir à notre devoir de mémoire de rappeler que très rapidement, ils n'ont plus cru au discours galvanisateur des gouvernants et du commandement. L'inanité du combat, les doutes, le désespoir ont été des réalités qui ont assailli nos poilus de tous bords. Les efforts de la censure militaire ne sont pas parvenus à faire disparaître ces réalités, pas plus que les efforts mémoriaux entrepris depuis ne les ont gommés. Comment aurait-il pu en être autrement, au comble de l'inhumanité, qui voyait parfois disparaître 30 000 jeunes hommes par jour, rien que du côté français. 2 millions d'obus tombés en 24 heures sur le même champ de bataille, Verdun. Le 26 décembre 1914, Marcel de Caubert, né en 1893 à Paris, écrivait à ses parents alors qu'il était remonté au front après avoir été soigné de blessures pendant plusieurs semaines. Mes chers parents, nous étions cette fois à 25 mètres des tranchées allemandes que nous distinguions très nettement. Ceux que nous relevions nous dirent « Depuis 36 heures que nous sommes là, ils n'ont pas tiré un coup de fusil pour ne pas être ennuyés par une fusillade inutile. C'est essentiellement un accord entre eux et nous. » Au jour, je risque vivement un œil par-dessus la tranchée, enhardi par le calme qui régnait des deux côtés. Je recommence à regarder plus attentivement. À mon grand étonnement, j'aperçois un Bavarois sortir de sa tranchée, aller au-devant d'un des nôtres, qui lui aussi avait quitté la sienne, et échanger des journaux et une solide poignée de main. Le fait se renouvela plusieurs fois dans le courant du jour. Un Alsacien, qui se trouvait près de nous, échangea avec eux une courte conversation par laquelle les Bavarois lui apprirent qu'ils ne voulaient plus tirer un coup de fusil, qu'ils étaient toujours en première ligne et qu'ils en avaient assez. En effet, cela fait 4 jours qu'à 25 mètres l'un de l'autre, ils ne s'est pas échangé un seul coup de fusil. Nous étions amis des deux côtés, bien sincères, et quand notre artillerie tirait sur leur ligne, nous étions ennuyés pour eux, et s'il avait fallu aller à l'assaut de leur tranchée, je ne sais pas ce qui se serait passé. Vers le soir, c'était le 24, un Bavarois remit une lettre à notre capitaine. Il la conserve précieusement. Elle était conçue ainsi autant que je m'en rappelle. « Chers camarades, c'est demain Noël. Nous voulons la paix. Vous n'êtes pas nos ennemis. Recevez, mes chers parents, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année et mes plus sincères baisers. » Il restait donc des parcelles d'humanité, prêtes à se réveiller au cœur de l'enfer. Il restait des hommes capables de voir que derrière le Fritz, prétendu ennemi de la nation, il y avait avant tout un homme. Certains n'avaient pas abdiqué leur éthique profonde et leur conscience individuelle. Mais non, l'humanité n'est pas maudite et n'est pas condamnée à tuer éternellement. Cette situation n'est que l'expression de l'échec de la diplomatie, de l'échec de la politique, l'expression du naufrage des sociétés et des civilisations. Quand comprendrons-nous qu'un peuple humilié, blessé dans sa fierté tout autant que dans ses chairs, ne peut que relever la tête, ne peut que chercher à retrouver sa liberté, sa dignité, quitte à semer à son tour haine et désolation, quitte à se jeter dans les bras du pire fanatisme politico-religieux qui soit. Quand comprendrons-nous qu'un peuple miséreux, affamé, ne peut que cultiver de la haine envers les plus riches du monde dont nous faisons partie, pour peu que nous prétendions en plus leur donner des leçons? Quand comprendrons-nous que la peur utilisée comme moyen de gouvernement chez nous, vis-à-vis de nos voisins, ne peut déboucher que sur les plus vils sentiments? Que cette peur, patiemment attisée par des leaders d'opinions irresponsables, politiques, journalistes, intellectuels, jusqu'à devenir totalement irraisonnée, débouche sur la pire des haines xénophobes. Alors les peuples sont capables du pire, en masse, comme les peuples européens, frères et identiques, qui se sont jetés les uns contre les autres pendant 4 ans, jusqu'en 1918, puis plus encore une vingtaine d'années après. Quand comprendrons-nous que la notion même d'État-nation, forgée en Europe et pour l'Europe au XIXe siècle, n'a qu'un sens limité dans l'essentiel du monde, où nous cherchons pourtant à l'imposer de manière univoque et universelle? Quand comprendrons-nous que la démocratie ne naît pas spontanément à la chute d'un tyran et d'un régime dictatorial, mais qu'elle s'apprend, se cultive, se développe progressivement par l'éducation des peuples au respect de l'autre,
au respect du droit, et qu'en tout cas, elle n'est jamais que le fruit d'une intervention armée. Souvenons-nous juste qu'il a fallu 150 ans pour que la République française cesse d'être discutée dans l'Hexagone lui-même. Aujourd'hui, même si le post-fascisme auquel nous sommes confrontés semble républicanisé, laïcisé, policé dans l'expression de sa xénophobie, démilitarisé par rapport au fascisme originel, sa base n'en demeure pas moins celle de l'ultranationalisme, de la concurrence entre les peuples et de la haine de l'autre, qui ont conduit aux catastrophes de 1914 et 1939. C'est justement cet esprit qui, s'insinuant subrepticement dans le débat, prépare les peuples à la guerre. Lorsque nous aurons compris cela, vous, dont les noms sont gravés ici pour l'éternité, vous aurez enfin gagné. C'est le sens profond de votre sacrifice, et c'est l'enseignement que nous devons retenir de ce premier conflit mondial. Les pères de l'Europe l'ont compris, qui s'étaient battus les uns contre les autres dans leurs armées respectives sur les champs de bataille de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945. Ils ont plus que courageusement décidé de tourner le dos à la haine des peuples d'Europe pour nous construire un avenir commun qui oublie les réparations et la vengeance. Une volonté et une clairvoyance qui n'ont justement pas été de mise en 1918-1919 avec le traité de paix de Versailles, qui portait en lui-même les ferments du second conflit mondial tant il humiliait les vaincus. Ce n'est qu'avec eux que l'Europe a tourné le dos à la guerre et que les monstres qui s'affrontaient depuis des centaines d'années, Grande-Bretagne, Allemagne, France, Italie entre autres, ont commencé à coopérer. Comme eux ont compris que l'avenir de l'Europe passait par la coopération des peuples, nous devons comprendre que refuser le nationalisme, ce n'est pas dissoudre la France et plus généralement son pays dans un tout indéfini, mais c'est comprendre ses propres particularités, sa propre culture, sa propre sensibilité, en d'autres termes, ses héritages multiples, non pour l'imposer aux autres comme prétendu meilleur, mais pour dialoguer avec les autres, avec l'humanité tout entière. Je laisse maintenant la parole à Missak Manoukian, arménien chassé par le génocide de 1915 et résistant pour la liberté de la France où il était réfugié, alors qu'il était lui-même apatride. Je voudrais juste que vous ayez ces mots en tête pendant la minute de silence qui va suivre. Peu avant de tomber sous les balles d'un peloton d'exécution nazie le 21 février 1944, il a écrit « Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. »